Voici Tam Tam Tropical, votre émission d'information et de débat sur l'Afrique et sa diaspora, conçue et présentée par Juvénal Noël. Plusieurs siècles avant la création du télégraphe, au cœur de la forêt équatoriale d'Afrique, les populations communiquaient déjà à distance, grâce au tam-tam. En un temps record, des messages étaient relayés dans plusieurs contrées. Tam-tam Tropical, l'Afrique chez vous, chaque mardi de 19h à 20h sur Radio Pluriel. Tam Tam Tropical, votre magazine sur l'Afrique, conçu et présenté par Juvénal Noël. La saison des élections présidentielles se poursuit également sur le continent africain où la commission électorale est en train de compiler les résultats des élections aux Comores. Dimanche dernier, les électeurs étaient appelés aux urnes pour élire leur président et leur gouverneur. Plusieurs invités pour parler donc de ces élections présidentielles. Nous commençons donc par M. Ismaël Aboudou, qui est d'origine comorienne, qui ce soir avec nous commentera donc cette actualité. M. Ismaël Aboudou, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Je vais très bien, merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec vous, donc, on essaiera déjà de comprendre les différents enjeux en présence sur cette élection qui, d'après plusieurs observateurs, a été émaillée par des heurts dimanche dernier. Je vous remercie de votre invitation. Élection également au Tchad. Idriss Déby est candidat à sa succession et plusieurs observateurs également sont inquiets étant donné que des réseaux Internet ont été coupés, même des SMS étaient suspendus. On serait en train d'assister à ce que des observateurs ont appelé un blackout électoral, c'est-à-dire en fait que le pays a été isolé pendant quelques heures. Pour en parler également ce soir, c'est le candidat même, le porte-parole du candidat sortant, Idriss Déby, qui est avec nous. Monsieur Bamaré, bonsoir. Oui, bonsoir. Comment allez-vous? Oui, très bien, merci. Quel est votre sentiment lorsque mes confrères affirment que le pays a été isolé momentanément, volontairement, par le pouvoir en place? Moi, je pense que ce qui s'est passé à Brazzaville ou ce qui s'est passé pendant la journée d'hier, plutôt du dimanche au Tchad, c'est tout simplement pour un problème de sécurité. C'est-à-dire? C'est-à-dire que le fait de laisser la possibilité aux personnes d'émettre des SMS, ils peuvent, par exemple, permettre aux personnes qui veulent semer des troubles de se communiquer et d'aller dans des endroits où il y a un attroupement et commettre des assassinats. Jean-Maurice Bamaré, oui. Vous êtes le porte-parole même de M. Idriss Déby en France. Oui. Vous imaginez l'élection en France où pratiquement on est isolé via les réseaux SMS, via le réseau Internet? Est-ce que vous imaginez cela en France, à votre avis? Cela, c'est imaginable? Je ne sais pas si vous avez voté en France, mais quand vous rentrez dans le bureau de vote, c'est interdit de pouvoir faire fonctionner son téléphone portable. Oui, ça c'est un fait. Oui. Interdit. Donc, c'est ce que vous voulez. Au Tchad, on n'a pas suffisamment d'infrastructures comme ici en France pour pouvoir mettre les logos ou mettre des personnes à l'entrée pour empêcher les gens d'avoir leur portable dans le bureau de vote. Vous conviendrez avec moi que cela laisse quand même planer une suspicion quant à l'issue des résultats? Non, aujourd'hui au Tchad, c'est pas possible qu'il y ait des suspicions parce que avec le système biométrique, il est impossible que la personne soit substituée par une autre personne. Bien. Face à vous, votre candidat s'appelle M. Mamad Zang. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Comment allez-vous? Merci de nous avoir invités. C'est nous qui sommes honorés que vous soyez disponible. Et quelle est votre réaction face à ce que M. Bamaré venait de dire? Attendez. Oui. D'abord, M. Bamaré avance une petite contre-vérité. Laquelle? L'enrôlement a été biométrique, mais le vote n'a pas été biométrique. C'est-à-dire que les gens venaient avec leur carte d'électeur et il n'y avait pas le kit biométrique pour procéder à l'élection. Ça, c'est la première remarque que je voudrais faire. Et la deuxième remarque, elle est toute simple. J'ai l'impression que le droit de manifester est un droit qui est reconnu par la Constitution tchadienne. Le droit d'être en contact, la liberté d'expression sont reconnus par la Constitution tchadienne. Or, le gouvernement verrouille tout. On coupe Internet, on coupe les SMS, mais surtout, on crée une espèce de psychose avec des militaires partout et des chars partout. C'est simplement que le pouvoir de M. Idriss Déby Itno, qui est là depuis plus de 26 ans, a peur. Il a peur du scrutin, il a
peur des urnes. Le mot est lâché, il y a une peur qui plane. De quel côté, on ne sait pas. Quoi qu'il en soit, on revient vers vous dans quelques instants. Le temps de vous souhaiter la bienvenue et de remercier tous ceux et celles qui nous écoutent ce soir avec cette ponctuation musicale. Vous écoutez Tam Tam Tropical sur Radio Pluriel. Oyo nde Vigie Pirate Ndombolo ya solo c'est vrai. David Samba, Fabrice Samba. Images et musique à Brazzaville. Papito Mala. Tam Tam Tropical, c'est tous les mardis soirs de 19h à 20h sur Radio Pluriel. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous sommes ensemble pour une cinquantaine de minutes d'informations et de débats sur l'Afrique et sa diaspora. Soyez les bienvenus. Après donc vous avoir souhaité la bienvenue, vous remercier d'être des nôtres. Ce soir, nous repartons directement aux îles Comores où la commission électorale est en train de compiler les résultats de l'élection. Depuis dimanche dernier, les électeurs étaient appelés donc aux urnes pour élire leur président et leur gouverneur. On devrait connaître donc les noms des dirigeants des 3 îles de l'archipel ce mardi. Mais pour le chef de l'État, il faudra encore attendre. Dans les rues de la capitale la politique occupe toujours toutes les conversations. Pour en parler ce soir, un invité, il s'appelle Ismaël Aboudou. Il est présent en ligne avec nous. Cher monsieur, bonsoir. Merci de votre aimable invitation et je salue vos auditeurs et auditrices, notamment ceux originaires des Comores, et je suis disposé à ce qu'on discute un peu de cette situation qui est cabreuse et sur le plan démocratique assez inquiétante aux Comores. Alors, comment expliquer que le second tour, qui en principe était attendu comme beaucoup plus apaisé, a donné naissance à des heurts? Je crois que c'est la compilation d'un cheminement démocratique d'une séquence qui date de déjà un bon semestre, qui est passé par des velléités à modifier la Constitution, par des tentatives de résistance à des candidatures, par un premier tour des présidentielles entaché d'irrégularité, notamment sur la décompte des résultats, et puis arrive ce stade ultime où on ne peut absolument pas faire machine arrière dans ce processus électoral, et donc du coup les heurts, les animosités s'expriment à défaut d'avoir pu trouver une résolution antérieure.
Alors, vous voyez, par exemple, beaucoup de nos confrères ont signalé que des urnes ont été cassées, que les partisans de l'ex-président Ahmed Abdallah Sambi, qui était présent entre 2006 et 2011, qui soutient le colonel Assoumani, ont perturbé le vote dans certains bureaux de l'île. Et le charismatique M. Sambi, dont le parti Joua, le parti Soleil, a été éliminé au premier tour. Mais on veut comprendre, en fait, on a le sentiment que chacun, en voulant tirer la couverture de son côté, a contribué à compliquer effectivement le déroulement même de l'élection. Pourquoi? Alors, je crois vraiment qu'il y a cette course au pouvoir aux Comores est devenue malsaine du fait même de manque de probabilité de chacun des candidats et il va dans un sens, ce processus assez dangereux pour le peuple et pour la démocratie aux Comores. Pourquoi? Parce que ce qui est en jeu véritablement, au-delà du choix du futur président de l'Union des Comores, c'est aussi un processus de consolidation de la démocratie dans cet archipel de l'océan Indien. Ce processus bouscule à la fois les institutions, la constitution nationale, mais le mode électoral lui-même. Au premier tour, par exemple, c'est une des îles qui vote, puisqu'il y a une tournante parmi les îles pour assurer que chaque candidat, que le pouvoir puisse être exercé par chacune des îles à tour de rôle. Et c'était le tour de l'île de Ngazidia. Et l'ancien président Sambi, s'est présenté alors qu'il est natif de Anjoa. Quelle était la question à retenir dans sa candidature? C'était de savoir si les gens d'une même île, donc l'île de Ngazidia, pouvaient choisir comme futur potentiel président de l'Union des Comores un natif d'une autre île. Donc, ce qui, sur le plan démocratique, si je me prononce sur mon avis personnel, me semble assez louable puisqu'il s'agit d'une ouverture démocratique. Tout un chacun pouvant être au premier tour candidat à la présidence. Ceci n'a pas été validé par la commission de la Cour constitutionnelle et du coup sa candidature a été nulle et non avenue. Et il a trouvé un candidat de substitution, donc M. Fahmi Saïd Brahim, au premier tour qui a été éliminé. Son élimination ayant donné lieu à des débats puisque des irrégularités manifestes ont été constatées. Et donc au second tour, ayant été lui-même éliminé et puis son premier homme de solidarité éliminé, il s'est penché vers le lieutenant Assoumani Azali, qui à son tour arrive sur le second tour en élection face à Mamadou, le candidat du pouvoir, et face à Mouni Baraka, le gouverneur actuel de l'île de Ngazidia. Donc on a là un processus à la fois qui interroge les mécanismes de la constitution comorienne, mais également le paysage politique, notamment les partis politiques actuels au Comores, sachant qu'au premier tour, pas moins de 25 personnes étaient candidats à l'élection présidentielle. Bien. Donc, vous rappelez à ceux qui prennent notre marche que maintenant que vous êtes M. Ismaël Aboudou, vous êtes ressortissant, vous êtes de la diaspora comorienne en France, vous nous apportez votre regard sur la dernière élection présidentielle qui a eu lieu, dont le deuxième tour a eu lieu dimanche dernier. Que retenir pour vous qui êtes de la diaspora? Que peut-on retenir en substance de ces élections? Alors, on peut retenir au moins deux choses. La première, c'est que sur le terrain, le processus électoral est mis à mal. Sur tous les étapes que je viens de vous décrire, on n'a pas un apaisement dans le processus démocratique et à la fois les candidatures et les résultats, le décompte, sont entachés d'irrégularités. On peut aussi retenir le fait que au moment même où les Comoriens ont à se prononcer, il y a des tentatives de corruption, il y a des achats de vote, il y a une désinformation manifeste dont l'écho se fait sur Internet pour la diaspora. Donc première chose. Et la seconde chose, on peut aussi retenir qu'il y a une situation qui est opposée à la population comorienne et qui engendre un moment pédagogique démocratique fort. C'est-à-dire que c'est une jeune constitution, puisque la constitution actuelle, elle a 15 ans. Donc certaines personnes ont proposé que soit fait un bilan de cette constitution avant d'avancer sur ces échéances actuelles, et le bilan il n'a pas été fait.
Donc actuellement, on est en train d'utiliser, de mon point de vue, et là c'est mon analyse personnelle, un outil constitutionnel qui est inopérant et dont on observe les effets qui sont des effets à la fois scabreux sur le plan de la démocratie. Et le plus important dans tout cela est que les besoins de la population comorienne, du peuple comorien, ne sont pas reconnus. On ne débat pas de programme, on ne débat pas de développement, on ne débat pas d'éducation, on ne débat pas de santé, on ne débat pas d'une place dans le monde, on ne débat pas de la relation entre les Comores et la France, par exemple. On est en plein dans des manipulations institutionnalistes. Tam Tam Tropical, c'est tous les mardis soirs de 19h à 20h sur Radio Pluriel. Bien, merci beaucoup Ismaël Aboudou pour tout cet éclairage. Au plaisir de vous retrouver prochainement. À très bientôt, merci beaucoup. Et je salue à nouveau vos auditeurs et auditrices de Lyon et ceux d'ailleurs qui vous écoutent par Internet, notamment ceux de Marseille. Et j'espère que la paix finira par s'installer durablement aux Comores, parce que les Comoriens sont un peuple de gens sérieux et paisibles. Voilà, l'avenir nous dira qui sera le président légitime. En tout cas, il aura fort à faire. Et on va directement au Tchad, où l'UNICEF nous annonce que 10 fois plus d'enfants sont utilisés comme des kamikazes par Boko Haram un an dans la région du lac Tchad. 44 enfants ont été utilisés pour mener des attaques suicides au Cameroun, au Tchad et au Nigeria. L'an dernier, contre 4 seulement en 2014, les 3/4 étaient des filles, souvent droguées, indique l'UNICEF, qui a compilé des données regroupant le Nigeria, le Cameroun, le Tchad et le Niger, où sévit le groupe qui rallie l'organisation de l'État islamique. Restons au Tchad, où dimanche dernier, donc, les Tchadiens se sont rendus aux urnes. Et pour en parler ce soir, nous sommes avec plusieurs invités. D'abord, monsieur Mamarez, vous êtes avec nous? Oui, je suis avec vous. Très bien. Face à vous, votre contradicteur est donc simplement monsieur Zan Mamat. Une fois de plus, bonsoir, monsieur Mamat. Bonsoir. Il faut rappeler donc que monsieur Mamat, vous êtes le porte-parole du principal opposant de monsieur Idriss Déby, qui est monsieur Saleh Kebzabo. Merci de m'avoir aidé pour la prononciation. Donc, on veut comprendre ce soir. Les bureaux de vote ont fermé dimanche dernier après un scrutin marqué par quelques problèmes d'organisation. L'opposition dénonce donc des irrégularités et l'interpellation de certains de ses représentants. Le vote s'est déroulé, on précise vraiment, dans le calme, au siège de l'Union nationale pour la démocratie et le renouveau, l'UNDR, c'est votre parti. Oui. Les partisans de Saleh Kebzabo, j'y arrive, se disent donc abattus car ils auraient passé une journée rude. Qu'est-ce qui était si rude pour vous? Le pouvoir despotique en place depuis 26 ans, qui, je le rappelle, est venu par la voie des armes, commence un processus d'intimidation, de terrorisation de la population en violation des textes qui nous régissent. Nous avons pas. D'abord, il est interdit de manifester, ce qui est contraire à la Constitution. Et il y a des militaires, des policiers partout, sous le fallacieux prétexte que la sécurité serait en danger. En fait, le pouvoir de M. Idriss Déby Itno a peur du résultat des élections. Et les Tchadiens se sont massivement portés en faveur de ce processus pour tout simplement dire il faut arrêter. Deuxième chose, tous les responsables des organisations d'initiative citoyenne ont été arrêtés de manière préventive sans aucune raison, sans aucun motif juridique valable. Tout cela crée une espèce de psychose et le pouvoir veut absolument militariser cette élection qui, d'abord, s'est globalement bien déroulée, même si on a déjà constaté qu'il y a des vols de bien. On va y arriver tout à l'heure, monsieur Zang. Donc, je me tourne vers monsieur Jean-Maurice Bamaré, qui, quant à lui, est le porte-parole du candidat Idriss Déby, qui brigue un 5e mandat. Monsieur Bamaré. Oui, je suis vraiment surpris d'écouter M. Zang parler de psychose. Nous sommes dans un pays en ce moment
tous nos voisins sont en état de guerre. Le Tchad est en état d'urgence. Et dans tous les pays où c'est en état d'urgence, en France et dans d'autres pays, il y a des militaires qui circulent, des militaires qui sécurisent la population, des militaires qui vérifient également qu'il n'y ait pas des personnes qui viennent uniquement pour tuer ou semer des désordres. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, le kit biométrique. Et peut-être ils n'ont pas utilisé, mais sur chaque hébergement, il y a la photo de la personne qui vient voter. Donc, on peut comparer la photo et la photo qui est sur la carte et la photo qui est sur le registre d'émargement. Troisième point, Monsieur Zang parle de mandat de plusieurs années de pouvoir et il dit que c'est un pouvoir dictatorial. Dans quel pays dictatorial où on peut permettre à l'opposition d'organiser une élection démocratique avec des meetings libres, sécurisés et des meetings qui permettent à ce que chaque Tchadien sorte et participe selon son choix pour écouter ses leaders. Dans quel pays ça existe? Surtout quand c'est un pays démocratique comme le Tchad qui a mené des actions très très dures pour arriver à ces points. Nous avons connu 40 ans de guerre, M. Zang. Bien. Donc, ne négligez pas ces points-là. S'il vous plaît, M. Bamaret, s'il vous plaît. Oui. Allez-y. Allez-y. Je ne vous ai pas interrompu. Donc, le droit de manifester est dans la Constitution, mais il est interdit de se mettre des désordres en période électorale dans n'importe quel pays. Citez-moi un seul pays où les gens sont en train de mener une campagne électorale et qui a une autorisation de venir manifester pour des choses qui peuvent se régler un peu plus tard. Jean-Maurice Bamaret, bien, voici la question que je voudrais vous poser. Que répondez-vous au fait que, voilà, on reproche au pouvoir en place d'avoir emprisonné volontairement certains délégués de l'opposition? Ces délégués de la société civile, ce sont des délégués de la société civile, ce ne sont pas des candidats. Ils avaient prévu mener des campagnes, plutôt des manifestations et troubler l'ordre qui est mis en place pour permettre... Mais c'est un procès d'intention, là. Pardon? C'est un procès d'intention. Non, il n'y a pas de procès d'intention. Il y avait des intentions de mener une campagne, plutôt une manifestation. En période de campagne électorale, les manifestations sont interdites, sauf des manifestations pour des élections. Mais le Tchad est un pays libre aujourd'hui et démocratique. Je pense qu'à mon sens, on peut bien laisser les gens s'exprimer tant qu'il n'y a pas de heurts. Mais ils peuvent le faire en dehors des périodes électorales. Ça même, essayez de faire une manifestation pendant la période électorale en France. Vous verrez la différence que vous verrez. Donc, alors pour revenir à votre candidat, qui, pour certains de mes confrères, en fait, voilà, il est quand même là depuis ce nombre d'années. Comme le rappelait donc M. Zang, il est arrivé par les armes. Aujourd'hui, il s'est légitimé par une élection. Ça fait quand même un moment qu'il est là. Il y avait, c'est pas la première fois qu'il y a une élection au Tchad. Depuis en 1996, il y avait eu des élections. En 2011 également. Donc, c'est-à-dire qu'il y avait eu des élections au Tchad. Donc, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas des élections au Tchad. Il est arrivé effectivement en chassant le dictateur. Par contre, M. Zang peut reconnaître que M. Hissène Habré était un dictateur. Et ça, c'est vrai. Il n'y avait pas le droit de presse. Il y avait la première personne à avoir une presse libre, c'était M. Saleh Kebzavo qui avait créé le journal N'Djamena Hebdo. Oui, M. Bamaret, je voudrais comprendre. Votre champion, qui est M. Idriss Déby Itno, qui est au pouvoir aujourd'hui, a aussi plusieurs fois été reproché de diriger son pays de manière dictatoriale. Mais je ne sais pas, quels sont vos collègues qui, de l'intérieur du Tchad, ou bien je ne sais pas, de l'extérieur, ou par Internet, émettent ces idées. Bien, je me tourne vers M. Mamadzan, vous êtes toujours avec nous? Oui, toujours. J'étais en train de poser la question à M. Bamaret, c'est pas vous de répondre, de constater que plusieurs de mes confrères ont plusieurs fois reproché à M. Idriss Déby Itno de diriger le pays de main de fer. Je veux citer des exemples concrets pour que tous vos auditeurs puissent Allez-y. comprendre les choses simples. 1. L'actuel président de l'Assemblée nationale, M. Haroun Kabadi, qui appartient au parti de M. Idriss Déby Itno, quand il était secrétaire général de la présidence, a été emprisonné sans raison valable. Ensuite, il a été libéré sans qu'on sache pourquoi.
et il a été élu député et il est aujourd'hui président de l'Assemblée nationale. Maître Jean-Bernard Padare a été ministre dans le gouvernement de M. Idriss Déby. Il a été emprisonné, il n'y a eu aucun procès et il est aujourd'hui le porte-parole du MPS. Il y a eu plusieurs assassinats politiques. Lesquels? Le président de la Fédération des droits de l'homme, M. Maître Joseph Beidi, a été assassiné en N'Djamena et jusqu'aujourd'hui, on n'a jamais ni retrouvé ces assassins, ni on ne les a condamnés. Donc je pourrais vous multiplier des exemples comme ça jusqu'à n'en plus finir. Malgré les contorsions sémantiques et juridiques de M. Bamaré, qui est un type respectable et que je connais très bien, le Tchad, malheureusement, n'est pas encore une démocratie. M. Idriss Déby dirige le Tchad depuis 1990. Cela fait bien les 6 ans. Selon l'indice de développement humain, le Tchad est 173e sur 177. Le Tchad est un des pays les plus corrompus au monde. Le Tchad est un des pays les plus alcoolisés au monde. Donc, l'état des infrastructures est complètement... Monsieur Zang, s'il vous plaît. Oui. Pour le moment qu'on va étape par étape, on reste sur le bilan politique et sur les droits de l'homme. On va laisser Monsieur Bamaré répondre. Bamaré, que répondez-vous au fait donc aux accusations qui sont portées contre le pouvoir de Monsieur Déby, comme quoi il ne respecterait pas les droits de l'homme? Le Tchad, le droit de l'homme existe au Tchad. Je pense qu'il faut quand même être franc et logique. Parce que il y a effectivement des personnes qui sont malveillantes et qui peuvent commettre des délits, surtout de l'assassinat, donc l'affaire a été confiée à la justice, au Parlement, ils ont mis également une commission en place pour certains crimes de ce genre. Donc je pense qu'on ne peut pas dire que le Tchad n'est pas un pays démocratique. Ça, c'est de un. De deux, écoutez, dans quel pays on autorise à ce qui est de multipartisme, liberté de presse, qui est également la libre circulation, et surtout pendant cette période où on sait qu'il y a des terroristes partout et qui peuvent se mettre des autres. Nous, on a connu pas mal d'assassinats. On a eu pas mal d'assassinats au Tchad suite aux actions des terroristes Boko Haram. Donc, Monsieur Bamaré, excusez-moi, j'aimerais comprendre. Pour rester sur le cas des droits de l'homme, oui. il est reproché à Monsieur Déby d'avoir emprisonné ou d'avoir violé les droits de l'homme pendant son précédent mandat. Dans quel pays ça n'existe pas qu'il y ait des gens qui sèment des troubles et qu'on les mette en prison? Vous corroborez donc vous... Non, mais si vous venez pour juste semer des troubles, détruire le tissu social qui est mis en place, dont la population vit en totale harmonie, pour pouvoir remplacer par une anarchie quelconque, eh bien, je crois que dans tous les pays du monde, pourquoi y a-t-il la police, pourquoi y a-t-il la gendarmerie? Si ces forces existent, c'est parce qu'il y a quand même de la délinquance et également des gens qui violent les droits, plutôt les règles qui sont établies. Bien. Nous allons passer sur le plan social. Aujourd'hui, il faut remarquer que le Tchad semble avoir connu une nette évolution par rapport, à la précédente présidentielle, qui était celle de M. Hissène Habré. Mais cependant, il y a fort à faire en fait, encore aujourd'hui, au Tchad, sur le plan social. Il y a... allô? Oui, on vous écoute. Alors, d'abord, les salaires des fonctionnaires sont payés avec souvent de retard. Il y a au niveau de l'économie nationale une gestion chaotique et erratique. Je vais vous donner juste un seul exemple. Le Tchad devait organiser en 2015 le sommet de l'Union africaine. Donc une cinquantaine de villas ont commencé à être construites et puis au bout du chemin, ils se sont aperçus qu'il n'y avait plus d'argent dans les caisses de l'État. Et donc, comment ça se fait? Voilà, c'est pour vous dire que c'est une gestion informelle, hasardeuse et au jour le jour. Et du coup, le Tchad a été obligé de renoncer à l'organisation de ce sommet-là. Je suis allé à N'Djamena, j'ai vu les villas qu'ils ont commencé à construire, elles sont encore là. Ça, c'est un exemple simple de la gestion, de la mal-gouvernance sous le règne de M. Idriss Déby. Autre chose, je vais vous donner juste un exemple. L'article 71
de la Constitution de la République du Tchad stipule qu'on ne peut pas être chef traditionnel et exercer de fonctions politiques. Normalement, le Conseil constitutionnel, s'il n'était pas aux ordres, devrait invalider la candidature de M. Idriss Déby, qui, s'il était conséquent et conscient, devrait soit démissionner de son mandat de président, soit démissionner de son poste de chef traditionnel dont il a lui-même signé le décret. Que répondez donc alors, M. Bamaré, que répondez-vous à ça? Moi, je réponds concernant, par exemple, la chefferie. Le chef traditionnel du Tchad, le chef de canton, le président Idriss Déby Itno, a donné, c'est-à-dire c'est son frère qui assure l'intérim actuellement. Donc, non, je ne parle pas de l'intérim, M. Permettez que M. Bamaré puisse se développer, s'il vous plaît. Merci. Allez-y, M. Bamaré. Il est arrivé même ici en France qu'on a interdit le cumul des postes. Ou, par exemple, Le cumul des mandats, oui. Oui, donc ça également, on l'applique au Tchad. Aujourd'hui, ce n'est pas lui qui assure la chefferie de son village. C'est son frère qui assure l'intérim. C'est un canton. Concernant les villas. C'est un canton. Pardon? C'est un canton, il précise. Il est sultan. Non, qu'est-ce que c'est insultant? Pardon? Qu'est-ce qui est insultant? Non, je n'ai pas dit insultant. C'est un... Il est le sultan. Le sultan. Oui, c'est le sultan. Oui, le sultan. Oui, et monsieur Idriss Déby est bien le sultan en titre. Non. Comment son ça? frère assure l'intérim. Non, mais son frère assure l'intérim. Pour que quelqu'un assure l'intérim, il faut qu'il ait le titulaire du poste. Non, mais de toute façon... Qui est le titulaire du poste? Qui est le sultan? Selon nos Non, le sultan, lois. en ce moment, qui est-il? Je ne parle pas de la personne qui assume l'intérim. Je dis le sultan. C'est qui? C'est M. Idriss Déby, non? Non, mais ça, c'est dans toutes les chefferies que je sache. Ok, donc vous concédez le fait que M. Idriss Déby Itno est bien le sultan. Non, le chef, c'est-à-dire, il est sultan, mais c'est pas lui qui assure actuellement l'exécutif. Monsieur Bamaré, vos contorsions sémantiques ou juridiques illustrent à merveille la duplicité de ce régime-là. Il n'y a pas de contorsion. Je pense qu'il y a un problème de compréhension. Parce que aujourd'hui, par exemple, en France, où il y a le conseil, quelqu'un qui est élu au conseil régional peut également être ministre. Mais il peut... non, il ne peut pas être ministre. Pardon? Il y a une exception qui concerne M. Jean-Yves Le Drian, qui est le ministre de la Défense et qui est à la fois ministre de la Défense et président d'un exécutif régional, en l'occurrence celui de la Bretagne. Ça, oui, c'est parce que M. Hollande n'a pas respecté lui-même ses engagements. C'est tout. Et vous pensez que ce n'est pas une contorsion à la loi? Alors, c'est pour comprendre, excusez-moi, monsieur Zan, s'il vous plaît. Donc, monsieur Bamaré est en train de confirmer que monsieur Idriss Déby est un cumulard, c'est bien cela? Exactement. Non, il n'est pas cumulard. Il n'est pas cumulard parce qu'il n'exécute pas, c'est pas lui le sultan qui exécute. Alors, la question est posée, selon qui le sultan à ce jour? Puisqu'il y a un intérimaire, mais qui est le sultan? En titre. Non, mais le sultan en titre, dans la lignée ou dans le décret, c'est bien le président Idriss Déby. Bien. Alors, permettez que... Alors, excusez-moi, ces auditeurs, chers panélistes, juste pour rappeler à nos auditeurs que les autorités traditionnelles et coutumières qui désirent s'engager dans des compétitions électorales doivent au préalable se décharger de leurs fonctions à compter de la date de convocation du corps électoral. C'est l'article 19, alinéa 4 de la loi organique numéro 10-013 du 25 août 2010 portant statut et attribution des autorités traditionnelles et coutumières. C'est bien au Tchad. Bien. Pour essayer d'avancer, il est clair qu'il y a des cumulards en France, il y en a aussi au Tchad et M. Bamaré nous l'a bien confirmé pour ce qui est du cas de M. Idriss Déby Itno. Pour parler donc aujourd'hui du Tchad sur le point de vue social et économique en fait, il est clair que le Tchad est un pays qui est en plein essor, mais cependant, il y a quand même des inégalités qu'on note aujourd'hui au Tchad entre ceux qui sont au pouvoir, qui semblent avoir toutes les prérogatives, et ceux qui n'ont personne pour leur permettre de pouvoir évoluer sur le point de vue social. Pourquoi cela? Vu de la diaspora, M. Bamaré, qu'est-ce que vous en pensez? Vous êtes sans ignorer, monsieur, qu'au Tchad, comme dans beaucoup de pays qui ont comme ressource première le pétrole, hydrocarbures, oui. Une baisse des prix du pétrole, le baril de pétrole
bateaux du pétrole s'est retrouvé à un moment donné où on ne pouvait pas payer toutes nos factures à l'extérieur. Ça, c'est arrivé. Ça, c'est arrivé à d'autres pays. C'est arrivé également à même des pays industrialisés comme en Occident. Ils ont également eu ces problèmes-là. Concernant le problème des villas, pour l'Union africaine, effectivement, c'est dû à ces problèmes de baisse et de manquement des sommes qui devaient rentrer au trésor public. Donc ça c'est déjà précis. Concernant le salaire des fonctionnaires, les salaires est payé actuellement. Il y avait eu une certaine rupture due justement aux baisses du prix du pétrole, mais aujourd'hui, le salaire, les fonctionnaires gagnent leur salaire. Monsieur Zan, vous êtes d'accord avec Monsieur Bamare sur cette question? Non, mais ça c'est la propagande inutile et inefficace de ce régime qui est aux abois. Les salariés ne touchent pas leur salaire. Vous trouvez que le régime de M. Hino est aux abois? Mais bien sûr, c'est un régime qui a peur. C'est un régime qui a peur du résultat des urnes. C'est un régime qui, en plus, risque de provoquer la plus grande crise post-électorale dans notre pays. C'est-à-dire? Puisqu'il se prépare à un hold-up électoral. Et comme les Tchadiens sont descendus voter massivement, ils savent pour qui ils ont voté, donc ils attendent que le pouvoir respecte scrupuleusement le résultat du vote des citoyens. Monsieur Zang, s'il vous plaît, Oui. il est curieux que bien avant la proclamation des résultats, que pour vous, qu'il y ait déjà hold-up électoral. C'est quand même curieux. Mais ce régime-là n'a jamais gagné légitimement une élection. Il ne sait pas faire. Ce régime-là ne peut que tricher pour rester au pouvoir. Ce n'est pas nouveau. En 2011, toute l'opposition démocratique a refusé de participer à la mascarade électorale organisée en 2011 et M. Idriss Déby Itno a trouvé 3 lièvres pour l'accompagner. Alors là, c'est très intéressant. Monsieur Zang, s'il vous plaît. Monsieur Zang, s'il vous plaît. Oui. Il est curieux de constater que là, votre parti a bien participé à l'élection présidentielle, ayant tiré les leçons de la présidente ou la politique de la chaise vide n'a jamais payé en démocratie. Vous y êtes aujourd'hui, avant la proclamation des élections, des résultats, s'il vous plaît. Pour vous, il y a déjà eu hold-up. Parce qu'on a vu des magouilles, monsieur. Juvenal Noël, je suis. Non. Pardon? Il est curieux, je suis Juvenal Noël. Il est curieux de constater que bien avant la proclamation d'une élection à laquelle vous avez participé, vous avez fait campagne, et que bien avant les résultats, vous criez déjà un hold-up. C'est curieux quand même. Non, nous crions à la préparation d'un hold-up. Non. Nous disons que le pouvoir, en verrouillant, Monsieur Juvenal, où avez-vous vu, à part le Congo de Monsieur Sassou Nguesso, qu'on coupe les connexions Internet, qu'on rétablisse de temps en temps la transmission des textos? Qu'est-ce qui fait, qu'est-ce qui crée cette panique-là, si ce n'est la peur de perdre? Je pose juste une question. Dans quel pays démocratique, dans quel... Monsieur Bamare vient de nous dire que le Tchad est un État démocratique. Pourquoi on coupe les connexions Internet? Pourquoi est-ce que, alternativement, on rétablit, on coupe le transfert des SMS? Pour quelle raison, si ce n'est la peur et la panique? Je voudrais bien que M. Bamare me réponde. La question est posée, M. Bamare. Oui, j'aimerais bien répondre à M. Zang parce que je crois qu'il y a une chose ce soir. On est devenu carrément malvoyant ou malentendant et qu'on ne veut pas du tout ni entendre ni voir. Le Tchad actuellement est en train d'organiser les élections libres, démocratiques et biométriques. Ça c'est de un. De deux, le Tchad, en période de crise, d'urgence dont le Tchad qui a été décrété, aujourd'hui on ne peut pas tolérer certains désordres pendant cette période électorale. Qu'est-ce que vous appelez désordre, M. Bamare? M. Zang commence déjà à crier au loup. Et pourtant, s'il y a des loups, c'est que c'est eux qui ont introduit ça dans la bergerie. Parce que je pense qu'il est important de dire que dans chaque bureau de vote, les représentants, les délégués des partis de l'opposition, comme les délégués du parti au pouvoir, étaient présents jusqu'au dépouillement, à la signature des procès-verbaux. Donc, on ne peut pas se permettre
uniquement d'une façon unilatérale, dire que oui, ça y est, c'est un hold-up électoral. Mais de quoi il parle? On ne sait même pas on n'a même pas totalisé les résultats. Je parle même des résultats de France, c'est parti seulement aujourd'hui. Je pense qu'il faut qu'il essaie d'être patient. Si c'est le peuple qui élit, eh bien, laissons le droit au peuple de pouvoir s'exprimer correctement ou s'exprimer correctement. Laissons qu'on puisse nous apporter les résultats et après ça, on peut avoir un débat pour pouvoir en parler, soit ça des difficultés qui peuvent surgir. Participez à l'émission Tam Tam Tropical. Appelez le 04 78 21 05 95. 04 78 21 05 95. Bien, pour ceux et celles qui prennent le train en marche que maintenant, donc, je vous rappelle que nous sommes en plein débat sur le deuxième tour de l'élection présidentielle au Tchad qui a eu lieu dimanche dernier où voilà, deux principaux candidats se sont affrontés, c'est-à-dire le principal opposant à M. Idriss Déby qui est M. Saleh Keb Zabo et le président sortant donc Idriss Déby. Nous avons le plaisir de recevoir ce soir leur porte-parole respectif. Il s'agit donc de M. Jean-Maurice Bamaré, qui est le porte-parole de M. Idriss Déby Itno, candidat président au pouvoir depuis 26 ans. Rappelons qu'il est arrivé au pouvoir donc par la force des armes. Il avait chassé donc M. Hissène Habré et il s'est légitimé par une élection présidentielle. Face à lui, son contradicteur, c'est M. Mahamat Zang, qui est donc le porte-parole de M. Saleh Keb Zabo, le candidat de l'Union nationale pour la démocratie et le renouveau, l'UNDR, principal parti d'opposition au Tchad. Je reviens donc vers vous, chers panélistes, pour essayer de comprendre. Le temps qui nous est imparti tire inexorablement vers la fin. Voilà que on attend les résultats. D'un côté, comme disait donc M. Bamaré, on crie au loup, en sens que suite donc à des coupures, on va dire, irrégulières, inhabituelles de Internet et des SMS, ce qui est fort curieux dans un pays démocratique. Cela laisse planer le doute sur ce qui pourrait être l'issue des résultats. Pour l'opposition, déjà, on parle d'un hold-up électoral. Demain, si M. Idriss Déby est élu, M. Bamaré, qu'est-ce qui va changer? Mais M. Idriss Déby a un programme politique qu'il a présenté aux Tchadiens. Qu'est-ce qui va changer particulièrement? Mais ce qui va changer, c'est déjà, il a parlé d'un État fédéral. Il y aura un État fédéral au Tchad. Ça changera quoi au quotidien du Tchadien? Au quotidien tchadien, il y aura la gestion de chaque État. Décentralisé, c'est ça? Les ressources de chaque État seront gérées en local. Mais, M. Bamaré, il y a un fort problème de corruption qui est décrié au Tchad. Est-ce que le fait d'être dans un État fédéré, d'accord, va changer quelque chose? Oui, absolument. En quoi? Non, parce que je crois qu'il y aura également c'est-à-dire une prise de conscience par rapport que ce soit les fonctionnaires, parce que la corruption, c'est beaucoup plus vis-à-vis des fonctionnaires. Et ces fonctionnaires seront payés et gérés d'une façon, je dirais, locale. Donc, on saura qui a fait quoi, qui a détourné quoi. Donc le Tchad deviendra dans un État fédéral. Et ensuite, qu'est-ce qui changera concrètement sur le plan économique, sur le plan social? Parce que les Tchadiens veulent rêver. Qu'est-ce qui changera demain si Idriss Déby est reconduit? Aujourd'hui, c'est surtout déjà assurer la stabilité de la population tchadienne. Ça, sur quel plan? Au point de vue sécuritaire. Parce qu'aujourd'hui, si vous débarquez au Tchad et que vous voulez, par exemple, vous débarquez avec des armes, on vous autorisera pas. Il est clair, et ça il faut le reconnaître, que l'armée tchadienne a combattu et combat encore de manière très vigoureuse la secte islamique Boko Haram, et ça c'est un point qui est fort intéressant, qu'il faut reconnaître. Mais seulement, vous savez, le Tchadien veut rêver sur le plan social. C'est un peuple qui est meurtri aujourd'hui. Alors on soupçonne, voilà, les Tchadiens reprochent à ses dirigeants, à leurs dirigeants, d'avoir confisqué l'appareil de l'État, en sens qu'ils ne profitent pas des retombées économiques de ce pays. Qu'est-ce qui changera donc demain? Aujourd'hui, la population tchadienne a triplé complètement par rapport à une certaine période. Oui, en termes de démographie, oui. Absolument, il y a une démographie galopante au Tchad. Il y a également les structures qui sont mises en place pour permettre de scolariser correctement la population, surtout les enfants. Il y a également le problème de la santé, où il y a également des centres qui sont
dans des villages. Monsieur Bamaré, j'entends ce que vous dites, mais vous savez, la ménagère souhaiterait, voilà, ressentir que l'économie du Tchad, qui a quand même connu ces dernières années un certain essor, voilà, elle voudrait le ressentir dans son panier. Et là, on a l'impression que les richesses ne sont pas redistribuées. La parole est donnée à Monsieur Mamad Zang, s'il vous plaît. Bien. D'abord, une simple remarque de bon sens. Le niveau de vie du Tchadien moyen a chuté. On nous parle d'un Tchad comme étant Alors, pour comprendre, Monsieur Zan, s'il vous plaît. C'est une farce. Monsieur Zan, raison. s'il vous plaît. Monsieur Zan, je vais donner un exemple. Je précise mon propos, s'il vous plaît. Je précise mon propos. Il est clair que, au sortir des années Hissène-Habré, les Tchadiens ont quand même soufflé. Ça, il faut le reconnaître. Maintenant que M. Idriss Déby s'est installé au pouvoir, les Tchadiens sont en train de souffrir aujourd'hui d'un manque du partage des richesses du pays. Il semble que apparemment le pays est entre les richesses du pays sont confisquées entre les mains de ceux qui sont au pouvoir. Monsieur Juvenal, oui. Je veux vous donner 2 exemples très courts. Allez-y. Le directeur adjoint du cabinet du président se trouve être le fils du président Idriss Déby. Première chose. Monsieur Salah Déby, qui était le directeur général des douanes, a été limogé sur ordre de son grand frère, qui se trouve être le président de la République, parce qu'il aurait détourné de sommes massives, alors que pendant la même période, les Tchadiens vivotent dans la misère. Je voudrais poser une question simple à M. Bamaré. Est-ce que il sait pour quelle raison M. Salah Déby, directeur général des douanes, a été limogé par son frère et remplacé par un général de la gendarmerie nationale? Très bien. Maintenant, parlons de la sécurité. C'est vrai que le Tchad, je le reconnais, c'est vrai que le Tchad est entouré par des pays où la situation est extrêmement instable. Mais je voudrais quand même rappeler qu'un monsieur que traditionnellement les gens appellent SAS, qui était un des financiers de Boko Haram, avait pignon sur rue à N'Djamena. Pignon sur rue à N'Djamena. Chérif Modou. Ça, tout le monde le sait. Bien, aujourd'hui, apparemment, l'armée tchadienne, c'est très bien qu'elle intervienne au Mali, mais l'armée tchadienne intervient aussi au Yémen. L'armée tchadienne a aussi intervenu en République démocratique du Congo. C'est donc une façon de faire du mercenariat pour lequel le pouvoir est rétribué. Donc, les problèmes sociaux, les problèmes économiques, les problèmes juridiques, toute cette accumulation-là fait que les Tchadiens n'ont plus confiance dans les capacités de gérer ce pays-là. Et, s'il vous plaît, plusieurs associations, plusieurs initiatives de la société civile disent « ça suffit ». C'est pour cette raison-là qu'on les a arrêtés. Monsieur Zan, s'il vous plaît. Qui s'appelle en arabe du Tchad « IIN ». Nous sommes fatigués. Monsieur Zan, moi j'ai un point non négligeable que je voudrais quand même souligner. On a remarqué que ceux qui sont dans l'opposition sont toujours très violents pour ce qui est des critiques, mais une fois au pouvoir, ils tombent dans les mêmes travers. Qu'est-ce qui peut nous garantir que demain, si votre champion qui est M. Saleh Kebzabo est au pouvoir, on ne parlera plus de corruption et que les richesses seront redistribuées? Pour une raison très simple. Laquelle? M. Juvenal. M. Saleh Kebzabo est un homme d'État, un homme responsable qui a exercé des fonctions éminentes au niveau de l'État. Il a été plusieurs fois ministre sous, justement, Idriss Déby. Et c'est parce qu'il a vu la pratique de ce régime-là qu'il a décidé de rompre avec lui et puis de proposer une alternative crédible pour une alternance réussie. Voilà. Et nous n'allons pas recommencer les erreurs du passé. Et puis, j'ai été très surpris d'entendre le président de la République, son Excellence M. Idriss Déby, dire qu'il est à la fois pour la fédération et, s'il vous plaît, ça ne ressemble pas à une farce, qu'il est pour la limitation du mandat présidentiel. Or, c'est bien M. Idriss Déby qui, en 2005, a reformé la Constitution justement pour lever le verrou
qui ne lui permettait pas de se présenter pour 2 mandats. Et c'est cette réforme de la Constitution qui a provoqué la première rébellion en 2006 qui a amené les forces armées de l'opposition jusqu'à N'Djamena. Et il n'a été sauvé que par l'armée française et par les services de sécurité françaises, la DGSE en l'occurrence, qui, elles, s'il vous plaît, gèrent toute la politique africaine de la France. Bien, c'est entendu. Donc, chers auditeurs, notre magazine arrive donc à son terme. On va donc faire un dernier tour pour le mot de la fin. Je me tourne donc vers monsieur Jean-Maurice Bamaré, qui est le porte-parole de monsieur Idriss Déby Itno. Je vous remercie. Votre candidat, alors, pour politique fiction, Idriss Déby Itno est élu pour un nouveau mandat. Pardon? J'ai dit, en politique fiction, on est en politique fiction, permettez qu'on rêve, pour vous bien entendu, si M. Idriss Déby est réélu pour un nouveau mandat, Oui. qu'est-ce qui changera en une phrase? Ben, ce qui va changer, c'est surtout stabiliser déjà les institutions de l'État et également maintenir la sécurité et la paix au Tchad, permettre à ce que les Tchadiens puissent aspirer au bien-être d'une façon partagée. Est-ce que vous pensez que la corruption pourra disparaître dans les pratiques tchadiennes? La corruption C'est un fléau qui mène quand même le Tchad, monsieur Bamaré. La corruption est un des mots le plus terrible que peuvent générer les États modernes. J'ai écouté de très près les campagnes présidentielles des uns et des autres. Très très peu on a dénoncé cela. Très très peu j'ai entendu des discours dessus. Pensez-vous que ça pourrait changer? C'est ce que j'avais dit tout à l'heure. Quand on sera en État fédéral, oui. chaque État peut gérer les biens et également saura comment investir et comment Bien, merci beaucoup. Merci M. Bamaré. On rêvera donc d'un État fédéral au Tchad. Monsieur Mahamat Zang, en une phrase. Votre candidat est élu. Qu'est-ce qui changera? Qu'est-ce qu'il apportera dans le Tchad? En une phrase, s'il vous plaît. Pour la demande de l'Union européenne, nous voudrions que le scrutin puisse être transparent, comme ça a été demandé. Et puis surtout, une fois M. Kebzabo président, le Tchad changera pour une raison très simple. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, chez les auditeurs, notre magazine arrive donc à son terme. Merci beaucoup, M. Juvenal. Merci à vous. Merci de nous avoir invités. Merci et merci de nous avoir offert cette tribune. Et au plaisir. Pour que les Africains puissent s'exprimer. Merci beaucoup, M. Juvenal. Et au plaisir. Donc, pour vous servir de main de maître à la réalisation, c'est Senan Nessi Bouloukwe qui nous a accompagnés. Dans vos délicates oreilles, je suis Juvenal Noël. Merci. Rendez-vous est pris donc pour mardi prochain à la même heure. Plusieurs siècles avant la création du télégraphe, au cœur de la forêt équatoriale d'Afrique, les populations communiquaient déjà à distance, grâce au tam-tam.